Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux économies qui organisent à la mairie du 3e arrondissement cette manifestation s'inscrivant dans le cadre du printemps de l'économie de Paris. Aujourd'hui, la problématique soulevée est la suivante. La croissance des dépenses de santé est-elle souhaitable? Nous savons qu'une population qui vieillit et est en bonne santé est facteur de croissance. Et la croissance est justement le thème de la thématique du printemps de l'économie cette année. Mais si une population qui vieillit est facteur de croissance, elle engendre également des coûts. Ce soir, nous avons le plaisir d'être en présence de Mme Brigitte Dormand. Brigitte Dormand, bonsoir. Vous êtes spécialisée dans la microéconométrie, l'économie du travail et l'économie de la santé. C'est le thème de recherche sur l'offre de soins, la tarification hospitalière, les innovations technologiques, le vieillissement, la concurrence en assurance maladie et la valeur de la santé. Vous êtes titulaire de la chaire santé. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Dauphine au sein du laboratoire l'État-Légos. Vous êtes co-directrice du programme Économie publique et redistribution du Centre pour la recherche économique et ses applications. Vous êtes également membre du Conseil économique, d'analyse économique, et du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Vous faites partie du comité d'experts de l'IDS, du Conseil scientifique de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, du comité directeur de l'Association française de sciences économiques et du Conseil d'administration du Collège des économistes de la santé. C'est dire si vous avez des compétences, votre parole est attendue sur cette question sensible. La croissance des dépenses de santé est-elle souhaitable? Avant de commencer la conférence, vous nous prierez s'il vous plaît de vouloir répondre au téléphone portable. En fin de la conférence, vous pourrez poser vos questions à notre invité. Je vous souhaite une excellente soirée. Bon, la description est un peu fastidieuse, mais toutes les personnes tout universitaire de mon âge finit par se faire coller un certain nombre de participations à divers conseils, donc c'est tout à fait représentatif de l'universitaire de base, ces participations. Voilà. Donc je remercie Printemps de l'économie de m'avoir invité, et je vais donc essayer de répondre au cahier des charges qui m'a été adressé par Pierre Pascal, qui est de discuter du caractère souhaitable ou non de la croissance des dépenses de santé. Alors, pour prendre un peu de recul sur la problématique, il faut s'interroger, il faut considérer l'augmentation de la longévité qui est considérable qui a été considérable dans les siècles précédents et dont on peut penser qu'elle a profondément modifié les conditions de la vie humaine. Donc l'espérance de vie a augmenté énormément depuis qu'on mesure l'espérance de vie, c'est-à-dire on arrive à remonter jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. L'espérance de vie a plus que triplé en France et dans un autre pays où on peut mesurer ceci sur la longue période, qui est la Grande-Bretagne. Alors le mécanisme a relativement changé avec le temps. Au début, au XVIIIe et XIXe siècle, les progrès reposaient essentiellement sur la baisse de la mortalité infantile. Et le mécanisme est différent plus récemment, il repose essentiellement sur l'allongement de la vie, donc sur la baisse de la mortalité des personnes âgées. Ici, on a un graphique qui a été produit par l'INED et que je trouve tout à fait éclairant, qui montre l'espérance de vie à 60 ans, sachant qu'on a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans, comment évolue l'espérance de vie sur très longue période. Donc cette espérance de vie à 60 ans a été calculée entre 1806 et les années 2000. Et on voit que cette espérance de vie à 60 ans n'a quasiment pas progressé jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Elle est pratiquement stable, donc c'est le mécanisme dont je vous parlais. Il n'y a pas d'augmentation de l'espérance de vie à travers les progrès sur la mortalité aux âges élevés. C'est un phénomène récent qui apparaît à partir de 1950 environ. Là, on voit une progression de l'espérance de vie. J'arrive pas à pointer, mais vous voyez que ça commence à croître à partir de 1950. Alors, on relie ces progrès aux progrès médicaux réalisés, qu'on observe ici sur différentes maladies pour lesquelles il y a eu des succès marqués. Lutte contre la mortalité due aux maladies infectieuses, donc on a en bas du graphique, qui, cette mortalité diminue considérablement avec la découverte des antibiotiques. Et puis, plus récemment, on
on a tous les progrès réalisés sur les maladies circulatoires. Et donc vous voyez ici la baisse de la mortalité associée aux maladies circulatoires. Donc dans la dernière décennie, des progrès ont été réalisés. L'espérance de vie s'est accrue grâce aux progrès obtenus dans la mortalité des personnes âgées. On a donc un accroissement de la longévité qui se traduit par une augmentation de la proportion de personnes âgées dans la population. Et c'est un changement de structure qui est appelé vieillissement de la population dans le langage courant. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de débats sur cette expression, et notamment Hervé Lebras, démographe bien connu, s'élève contre cette terminologie qui identifie la population à une personne, avec beaucoup de fantasmes sur la dégénérescence de la population associée à son vieillissement. Donc il a beaucoup fustigé les idées qui sont agitées derrière cette terminologie. Donc je vais quand même prendre ce terme, mais on voit bien toutes les réserves qui s'imposent. Donc si on prend des graphiques de prévision réalisés par l'OCDE, on a ici un graphique montrant le vieillissement de la population française prévu à l'horizon 2050. Là, c'est la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus dans la population française. On voit qu'on prévoit une augmentation continue de cette proportion à l'horizon 2050. Alors la question qui est souvent évoquée, c'est l'idée que le vieillissement de la population va faire exploser nos dépenses de santé. Alors cette intuition très courante, en fait, n'est pas confirmée lorsqu'on regarde des travaux sur données macroéconomiques. Des prévisions ont été réalisées avec des modèles macroéconomiques pour l'Europe des 15 et pour différents pays. On regarde la variation des dépenses de santé, de la part des dépenses de santé dans le PIB, entre 2005 et 2050. On voit que cette proportion doit augmenter de 7,7 points à 12 points entre 2005 et 2050, donc une augmentation de 5 points de PIB. Et les prévisions considèrent que seulement 0,6 points seront dus aux changements démographiques. Donc, les changements démographiques jouent certes dans la croissance des dépenses de santé, mais jouent un rôle relativement limité, puisque c'est 0,6 points sur 5 points. Donc le vieillissement joue seulement un rôle limité, plutôt mineur, dans la croissance des dépenses de santé. Alors comment comprendre cela? Pour comprendre les mécanismes en jeu, je trouve que c'est bon de montrer ces graphiques qui reflètent le raisonnement que j'appelle le raisonnement standard, qui est ce qu'on a tous dans la tête, et ce que les journalistes répètent à l'envi. Donc le raisonnement standard consiste à rapprocher ces deux phénomènes associés à ces deux courbes. Donc la courbe de gauche en bleu, c'est celle que je vous ai déjà montrée, c'est l'augmentation de la proportion de personnes âgées dans la population. Et la courbe en rouge qui est à droite, c'est pour un individu, c'est en moyenne, pour un âge donné, en fonction de l'âge, les dépenses de santé individuelles. Donc en abscisse, vous avez les tranches d'âge 10 ans, les gens qui ont de 10 à 19 ans, de 20 à 29 ans, de 30 à 39 ans, jusqu'à 70 ans et plus. Donc on voit, ce que nous expérimentons tous, pour ceux qui sont relativement âgés comme moi, c'est que nos dépenses de santé augmentent lorsque nous vieillissons. N'importe quel individu, lorsqu'il vieillit, dépense plus pour sa santé. Et donc le raisonnement standard consiste à croiser ces deux courbes. On dépense plus lorsqu'on vieillit, et s'il y a une plus grande proportion de personnes âgées dans la population, les dépenses de santé vont augmenter. Donc ce raisonnement est juste, mais il est extrêmement partiel, et il manque un mécanisme qui est celui-ci, et qui est le principal mécanisme à l'origine de la croissance des dépenses de santé. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a la même courbe que celle que vous avez en rouge ici, mais à 2 années différentes. Donc ici en bleu, on a la courbe des dépenses de santé par individu en 1992, et en rouge, on a la courbe des dépenses individuelles en fonction de l'âge en 2000. Donc c'est la même courbe, le profil individuel des dépenses de santé par âge, pour 2 années différentes. Donc ce qu'on observe, c'est que cette courbe se déplace vers le haut à tout âge. C'est-à-dire qu'à âge donné, quel que soit l'âge, on dépense plus en 2000 qu'en 1992. Et ce glissement vers le haut est un phénomène beaucoup plus massif en termes de croissance des dépenses de santé que tout ce qui peut avoir trait au vieillissement. Tout d'abord, ce déplacement vers le haut n'a rien à voir avec un phénomène démographique.
C'est uniquement qu'à âge donné, on dépense plus en 2000 qu'en 1992. Ça n'a rien à voir avec la structure par âge de la population. Et c'est beaucoup plus massif, puisque si on regarde un peu attentivement le graphique, on se rend compte que pour beaucoup de tranches d'âge, la dépense a augmenté de plus de 50% en 8 ans, entre 92 et 2000. Donc c'est un glissement considérable qui est beaucoup plus massif que ce qu'on a ici. Là, si je regarde sur 8 ans, ce qui se passe en termes de vieillissement, on a juste quelques points de croissance. Donc ce glissement du profil par âge vers le haut, c'est ça qui explique la majeure partie de la croissance des dépenses de santé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il y a derrière ce déplacement vers le haut du profil des dépenses par âge. On peut penser à deux phénomènes. Soit l'état de santé s'est dégradé entre 92 et 2000 à âge donné, soit les gens de 60 ans sont en plus mauvaise santé en 2000 qu'en 92, ou bien il peut y avoir un autre phénomène. Il est possible qu'à âge et pathologie donnée, on dépense plus en 2000 qu'en 92. J'ai réalisé avec des collègues des études de micro-simulation qui permettent d'identifier ce qu'il y a derrière ce déplacement de courbe. Et ce qu'on observe, c'est que c'est bien ce deuxième mécanisme qui est à l'œuvre, c'est-à-dire qu'à âge et morbidité donnée, on dépense beaucoup plus en 2000 qu'en 92. Donc, pour le redire plus simplement, un diabétique de 50 ans dépense beaucoup plus en 2000 qu'un diabétique de 50 ans ne dépensait en 92. Et c'est ça qui explique l'essentiel de la croissance des dépenses de santé. C'est ce qu'on appelle des changements de pratique. Et les gaspillages, non? Pardon? Les gaspillages. Alors, les gaspillages, donc ça, je pourrais en parler. En fait, on ne pense pas que les gaspillages... on pense qu'il peut y avoir beaucoup d'économies réalisées par les gaspillages, donc là, je vous rejoins tout à fait sur l'esprit de la remarque. On ne pense pas qu'ils progressent au point de faire un glissement de 50% des dépenses de santé. Ils sont estimés quand même à 30%. Oui, mais pas une croissance de 30%. Mais je veux bien qu'on en rediscute après. Donc, ce qu'on a réalisé, c'est une analyse rétrospective pour la France, qui regarde sur 92 et 2000, ce qui est dû au changement de morbidité à âge donné et au changement de pratique à âge et morbidité donnée. Donc, on avait une information très détaillée sur toutes les maladies chroniques dont les personnes étaient affectées, et on pouvait observer les dépenses de santé à âge et morbidité donnée. Donc ça permet de voir que la quasi-totalité du déplacement vers le haut est due au changement de pratique à âge et morbidité donnée. Donc pour quand même répondre un petit peu, donc ça peut être du progrès technique, c'est-à-dire qu'on a des soins plus performants qui produisent plus de bien-être en 2000 pour un diabétique de 50 ans qu'en 92. Ça peut être aussi de l'inefficience. Alors sur la période récente, on a refait ces calculs et effectivement, quand on contraste entre secteurs de dépenses, on voit que le glissement est beaucoup plus important pour la pharmacie que pour l'hôpital. Donc ça va dans votre sens, c'est-à-dire qu'il y a quand même des problèmes du côté de ce qu'on appelle l'efficience de la dépense de santé. Alors une fois qu'on a fait ces micro-simulations, on peut, au niveau macroéconomique, reconstituer ce qui s'est passé entre 92 et 2000. Donc là, ce qu'on observe, c'est une croissance des dépenses de santé de 54% entre 92 et 2000 au niveau de la France. Et on a décomposé les différentes causes de croissance. Donc on voit que les changements démographiques conduisent à une augmentation de 6 points dans les 54%. Dans ces changements démographiques, il faut distinguer deux phénomènes. L'évolution de la structure par âge, c'est-à-dire le vieillissement de la population proprement dite, et le changement de la taille de la population. Donc, le vieillissement proprement dit, ça compte uniquement pour 3 points dans cette augmentation de 54%. Donc, on voit que c'est moins de 10%, moins d'un dixième de la croissance observée. Et sur cette période, on observe même un facteur de freinage des dépenses de santé, qui est le fait qu'à âge donné, les personnes ont une prévalence diminuée des différentes maladies chroniques que nous observons, et ceci contribue à un freinage de 10 points dans la croissance des dépenses de santé, et la totalité de la croissance est due au changement de pratique à l'âge et morbidité donnée, qui est ce qu'on a en bas, les 58%. Donc là, sur cette période-là, on observe bien que le vieillissement n'explique qu'une très faible part de la progression des dépenses de soins,
de soins, moins d'1 dixième de la croissance. L'évolution de la morbidité a un effet négatif sur cette progression qui est suffisant pour annuler l'impact du vieillissement. Même à la limite, on pourrait dire, alors ça n'est pas confirmé sur une période récente, mais sinon on pourrait dire, c'est comme si la population rajeunissait, puisque l'amélioration de l'état de santé à âge donné contrecarre complètement l'effet du vieillissement. Et les changements de pratique expliquent l'essentiel de la progression des dépenses. Donc là, il y a cette discussion sur est-ce que c'est de l'inefficience ou est-ce que c'est du progrès technique. Donc on a réalisé ces micro-simulations sur la période récente de 8 ans entre 2000 et 2008. Et ces résultats sont confirmés, c'est-à-dire qu'on trouve que le vieillissement joue une faible part dans la croissance des dépenses de santé. La seule chose, c'est qu'on n'a pas d'amélioration de la santé à âge donné, c'est qu'on n'a plus cet élément de freinage qui apparaît sur 92 années. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par changement de pratique? On pense au progrès médical et l'idée, c'est que ça heurte la conception standard de l'économiste du progrès technique qui, en principe, est à la source d'une réduction de coûts. Le progrès technique, ça permet de gagner en productivité, donc de réduire les coûts. Donc, pourquoi serait-il responsable de la hausse des coûts? C'est une idée qui est très souvent émise en santé et ça heurte un peu le sens commun économique. En fait, il y a deux mécanismes autour de l'innovation médicale. Il y a un mécanisme de substitution. On remplace une ancienne procédure par une nouvelle qui est plus efficiente. Et un deuxième mécanisme, qui est le mécanisme de diffusion, qui est une fois que l'innovation a été réalisée et s'est substituée aux anciennes techniques, si cette innovation est beaucoup plus facile à mettre en œuvre avec moins de dégradation de l'état de santé, de la qualité de vie du patient, elle va être diffusée très largement. Et c'est ce phénomène de diffusion qui va être à la source de l'augmentation des coûts. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une augmentation des coûts par acte, c'est une augmentation des coûts due au fait que plus de biens sont disponibles et consommés. Donc si je prends deux exemples, qui est l'exemple des pathologies cardiaques, avant, donc vous savez qu'il y avait la méthode du pontage, qui est une opération à cœur ouvert, horrible, il faut faire une circulation extracorporelle, aussi les os, on arrête tout, et les suites opératoires sont très lourdes. Donc il y a une innovation qui est apparue dans les années 70 et qui s'est répandue progressivement, qui est l'angioplastie. On ne fait pas d'opération à cœur ouvert, on arrive avec une fibre optique dans le vaisseau qui est bouché. Je vais faire une description qui est sans doute horrible pour les médecins, très mauvaise sur le plan technique. Et puis on débouche l'artère bouchée, on met un petit stent qui est un ressort qui maintient dilaté le vaisseau. Donc cette opération ne se substitue pas dans tous les cas au pontage, mais peut se substituer au pontage. Elle est beaucoup moins coûteuse que le pontage, elle a de bien meilleures suites opératoires. Et au final, après son apparition, son application à un certain nombre de personnes qui avaient une crise cardiaque, cette innovation qui peut maintenant s'appliquer très simplement en chirurgie ambulatoire, sans lui passer à l'hôpital, c'est énormément diffusé. Pratiquement toutes les personnes qui ont des problèmes cardiaques ont reçu une angioplastie. Et même on pratique des angioplasties à titre préventif. Donc là, on a bien le mécanisme de substitution, puis de diffusion. Avec le progrès, donc on consomme beaucoup plus d'angioplastie, on ne consommait de montage, ceci est à la source d'une augmentation des coûts, mais une augmentation des coûts qui va de pair avec de grandes contreparties en termes de mieux-être et de performance des soins. Donc pareillement, on peut penser à la chirurgie de la cataracte ou à la prothèse de hanche. La chirurgie de la cataracte, avec les progrès réalisés dans la qualité de l'opération et dans sa réussite, a été diffusée pratiquement à toutes les personnes âgées qui ont des problèmes de vue associés à une cataracte. Donc là, il y a augmentation des coûts par diffusion il y a plus de biens qui sont consommés. Alors comment intégrer ce progrès? Alors, donc il y a des études qui ont été faites à un niveau assez général par Cotler et McClellan aux États-Unis qui ont montré que ce processus de diffusion des innovations était à l'origine de la hausse des coûts et non pas évidemment l'étape de la substitution. Alors comment intégrer le progrès technique dans les prévisions macroéconomiques? Ce qu'on fait, c'est en fait on a beaucoup de mal à modéliser et on
fait des choses un peu à la louche, qui sont un peu grossières, qui consiste à dire on va faire une hypothèse de croissance des dépenses de santé supérieure de 1 point ou de 2 points à la croissance du PIB. Donc supérieur de 1 point à la croissance du PIB, c'est une hypothèse qui est conforme aux évolutions observées dans le passé, et l'hypothèse de 2 points suppose une accélération de la mise en œuvre d'innovations médicales. Donc ce genre de simulation n'est plus du tout de mise maintenant dans les temps de crise que nous connaissons. Mais admettons donc qu'il y a un rythme différentiel de 1 point, à ce moment-là, les dépenses de santé passeraient pour l'Europe des 15 à l'horizon 2050 de 7,7% du PIB à 12,8% du PIB. Et si on avait 2 points de différentiel, on atteindrait presque 20% de dépenses de santé dans le PIB. Donc on voit que on atteint des proportions assez considérables, donc ça pose bien la question, tout ceci est-il bien raisonnable et souhaitable? Donc cette croissance, est-ce que c'est raisonnable? Donc l'OCDE utilise le mot soutenable. Cette croissance est-elle soutenable? Donc à mon avis, le bon calcul qui est fait, c'est celui qui a été fait par David Cutler, qui s'intéresse en fait à la consommation hors santé, de biens hors santé. Et ce qu'il montre, c'est que dans toutes les hypothèses, donc 1 point ou 2 points de différentiel de croissance pour les dépenses de santé par rapport au PIB, donc dans toutes les hypothèses, on prévoit quand même une croissance positive de la consommation des ménages hors santé. Donc c'est une idée extrêmement simple que j'énonce ici, mais qu'il faut dire, puisque dans les débats publics, on a l'impression que la santé va nous priver d'autre chose. En fait, il n'y a pas de rationnement qui pourrait être lié aux dépenses de santé, il y a juste un déplacement des proportions dans un gâteau qui grossit. Dans l'hypothèse où il ne serait pas une croissance zéro en 10 ans, ce qui pourrait exclure. Donc, si le rythme différentiel était de 1 point, je reprends les hypothèses de simulation, la consommation hors santé croîtrait encore de 50%, 250% à l'horizon 2050. Si les innovations s'accéléraient, on aurait encore une consommation hors santé qui doublerait d'ici 2050. Alors la vraie question, c'est... donc ça veut dire qu'on peut le faire, c'est soutenable. Je pose juste la question de la soutenabilité. Donc c'est clair que dans un gâteau qui grossit, on peut changer un peu les proportions. Mais ça ne signifie pas qu'une telle évolution soit souhaitable. Qu'est-ce que nous voulons comme, je vais le dire un peu de manière provocatrice, qu'est-ce que nous voulons comme consommation à venir? Plus d'écrans plats ou plus de santé? Donc c'est un peu la question, c'est comment on va partager les revenus à venir. Est-ce que cette évolution est souhaitable? Alors comment répondre à cette question? Donc tout d'abord, je vais présenter juste des embryons de réponse, puisque les travaux sur ces questions sont tout à fait pionniers et les résultats doivent être confirmés. Donc pour répondre à cette question, il faut examiner deux sous-questions. Une première qui est quel est l'impact des soins médicaux sur la longévité et la santé? D'abord, on sait que la santé, les gains en santé ne sont pas liés qu'aux soins. Il y a aussi l'environnement, les caractères sanitaires des installations. Donc dans des pays en voie de développement, il est bien plus important d'avoir un assainissement des eaux usées que des soins médicaux pour gagner en santé et en longévité. Donc il y a plusieurs éléments qui contribuent dans nos pays à la longévité et à la santé, alors moins dans les pays développés, mais quand même, l'éducation, la qualité du logement et les problèmes environnementaux sont importants aussi sur la santé. Donc il y a cette première question porte sur la fonction, ce que nous appelons la fonction de production de santé. On sait qu'il n'y a pas que les soins qui vont produire de la santé, et donc quand on se pose la question des dépenses de santé, il faut s'interroger sur le rôle des soins dans l'amélioration de la santé. Et là-dessus, on a très peu de réponses sur le plan empirique, c'est extrêmement difficile d'estimer la fonction de production de santé. Donc là, on va faire l'hypothèse que les soins médicaux ont un impact relativement important sur la longévité et la santé, mais c'est un point qui mérite quand même d'être confirmé. Alors, deuxième question pour répondre pour essayer de savoir si la croissance des dépenses est souhaitable. Eh bien, dans ce cas-là, il faut évaluer en unité monétaire pour savoir si ça vaut le coup la contrepartie des dépenses, qui est la valeur des gains en santé et en longévité.
Donc la question qu'on se pose, donc là c'est une question tout à fait pour les étudiants en économie, donc on dira que ça vaut le coup si l'utilité marginale de la dépense est supérieure à son coût. Donc en économie publique, on fait les mêmes raisonnements, c'est-à-dire qu'on essaye d'évaluer globalement pour la nation la valeur monétaire des gains en santé et en longévité, et on regarde si cette valeur est supérieure ou non aux dépenses de santé. Et donc, la chose difficile pour cette question, c'est d'évaluer en unité monétaire quelque chose qui est profondément non marchand, qui est la longévité, la qualité de la vie associée à la santé. Donc là, il y a des études qui sont tout à fait pionnières, qui ont été réalisées. Il y a 2 études qui s'intéressent à cette question qui ont été réalisées aux États-Unis par Murphy et Topol, qui sont des économistes de Chicago qui finissent par défendre les dépenses publiques de santé, ce qui est extraordinaire. Donc ils ont fait une étude extrêmement intéressante pour valoriser donc, les gains en santé et en longévité obtenus aux États-Unis entre 1970 et 2000. Ils ont obtenu un résultat tout à fait spectaculaire qui est que donc, on valorise en unité monétaire ces biens non marchands, et on obtient que ces gains auraient correspondu chaque année à l'équivalent de 32% du PIB, donc qui est très supérieur aux 15% du PIB correspondant aux dépenses de santé aux États-Unis. Alors si on continue, donc si on croit aux résultats qui, je le répète, devraient être confirmés, ça voudrait dire qu'il faudrait que les Américains dépensent plus pour leur santé, enfin qu'ils dépensent plus pour rencontrer leurs préférences. La valeur des gains en santé et en longévité sont évaluées en prenant en compte les préférences des individus. Et donc en économie, on maximise son utilité, donc là je rejoins les formalisations, si on va jusqu'au point où l'utilité apportée par la consommation du yaourt aux fraises est égale à son prix. Mais tant que l'utilité est supérieure à son prix, il faut continuer à en consommer plus pour maximiser sa satisfaction. Donc là, on fait le même raisonnement et ça suggère ce résultat qu'il faudrait, compte tenu des préférences des Américains, qu'aux États-Unis, les gens dépensent plus pour leur santé pour avoir un niveau conforme aux préférences des citoyens. Donc il est clair que tout ceci est assez exploratoire et doit être vérifié, confirmé, mais je trouve que c'est très intéressant parce que ça contredit l'idée reçue qui est qu'on dépense trop pour la santé, qu'il faut contenir les dépenses, etc. Alors là, effectivement, je raisonne à un niveau d'efficience donné. Il est clair qu'on doit faire quand même des économies en termes d'efficience. Mais peut-être que l'efficience donnée, on voudrait dépenser plus pour notre santé, et ce point mérite d'être examiné pour la France. Donc, pour résumer, le moteur principal de la croissance des dépenses de santé n'est pas le vieillissement de la population. La croissance des dépenses s'explique par la diffusion des innovations médicales. Plus de biens sont disponibles et consommés. La diffusion des nouvelles technologies a entraîné des dépenses additionnelles, mais a aussi créé de la valeur grâce aux gains en longévité et en santé. Et cette valeur, aux États-Unis en tout cas, dépasse largement le coût des soins. Donc dépenser plus pour la santé pourrait répondre aux préférences collectives. Donc là, il y a une dernière phrase qui est un vœu que je forme. Nous sommes plusieurs à essayer d'aller là-dessus. C'est qu'il faut organiser des arbitrages collectifs fondés sur le panier de soins remboursés et sur l'allocation des dépenses publiques pour voir si les décisions qui sont prises sont conformes à nos préférences. Donc, je peux arrêter mon exposé ici ou continuer. Donc, je ne sais pas ce que les organisateurs je continue. Donc ça, c'est une référence. Comment on peut parler de comment financer. Alors, comment financer? Donc, première chose, une chose importante que j'énonce là, c'est que l'efficience. Donc, l'idée d'efficience, en économie, on dit plutôt efficacité productive. Donc, l'idée d'efficience, les médecins disent efficience. Donc, l'idée d'efficience, c'est pour une dépense donnée, maximiser la quantité de soins obtenus, ou bien pour un niveau de soins donné, minimiser le coût de production de ces soins. Donc l'efficience, c'est chasser le gaspillage et faire en sorte que l'argent prélevé pour financer les soins soit bien utilisé, qu'il n'y ait pas de gâchis de ressources. Donc cette efficience, il est important de souligner qu'elle doit être recherchée pour la totalité des dépenses de santé, pas seulement pour la partie remboursée par la sécurité sociale des dépenses.
trop de gouvernements qui ont considéré que dérembourser ou transférer sur le secteur des complémentaires, ça revenait à faire des gains d'efficience. Ce n'est pas du tout le cas. Ça conduit uniquement à un déremboursement et même ça nuit à la régulation pour gagner en efficience, puisque le secteur des complémentaires étant ce qu'il est. Alors, notre contexte est celui-ci. Les dépenses de santé croissent plus rapidement que le produit intérieur brut, comme ça je l'ai marqué tout à l'heure. Et on se pose la question du niveau optimal des dépenses, que je viens de poser, à cause du financement socialisé des dépenses. Parce qu'il y a des prélèvements obligatoires pour financer les dépenses, qu'il faut se demander si on fait des choix conformes aux préférences collectives. Alors en France, on a une couverture moyenne qui est assez généreuse et très stable. Donc, couverture moyenne réalisée, donc là je dis uniquement par la sécurité sociale et par l'État. Et cette couverture moyenne est en gros de 77%. Et on avait la même chose en 1970, et maintenant on a encore la même chose. Donc il y a une couverture moyenne qui est bonne. Et comme le produit intérieur, les dépenses de santé croissent plus vite que le produit intérieur brut, pour maintenir une couverture constante de en gros 75%, forcément, il faut des prélèvements obligatoires continuellement croissants. 75% de quelque chose qui croît plus vite que le PIB, ça veut dire qu'il faut des prélèvements obligatoires continuellement croissants pour maintenir seulement le taux de couverture. Donc, par exemple, en 1970, la couverture par la sécurité sociale correspondait à 3,8% à des prélèvements correspondant à 3,8% du PIB en 70, et maintenant, pour le même taux de couverture, il faut payer l'équivalent de 6,7% du PIB pour les trois quarts des dépenses. Alors, quel arbitrage à réaliser dans le futur? Tu dates un peu aux chiffres. Oui, mais... à mon avis, ils ont 6-7 ans. Pardon? Ça a évolué encore beaucoup. Je vois vos chiffres 2006, 2008, etc. On est en 2013. Oui, bon, les chiffres les plus récents, c'est 2011. Le problème, c'est qu'il y a eu un changement de base dans les comptes de la santé, donc c'est pour ça que je prends ces chiffres-là. On a une discontinuité entre 70 et 2011, on n'a pas entre 70 et 2008. Donc c'est pour ça, mais effectivement, parce qu'on... Mais la CNAM est à bas en base de données. Alors ça, c'est les comptes de la santé. Hein, mais bon, on a... Une évolution constante. En fait, non, elle a beaucoup freiné entre 2009 et maintenant, la croissance des dépenses de santé. Donc, sur la partie publique, en tout cas. Enfin, bon, moi, ce que j'essaye de montrer, c'est juste l'idée. Et si vous voulez, j'aurais pu donner le chiffre de 2011, mais ce n'était pas tout à fait pertinent parce qu'il y a une discontinuité de la CB. Voilà ma raison. Alors, l'arbitrage, ce que je voulais montrer, c'est ça. Hein, c'est que forcément, si on veut maintenir le taux de couverture, ça implique des taux de prélèvement obligatoire croissants. Et donc, actuellement, on est devant cet arbitrage, dans le contexte que nous connaissons, où les gouvernements successifs considèrent qu'on ne peut pas continuer à augmenter les prélèvements obligatoires. Donc, moi, je ne me remets pas en cause, je ne peux pas discuter de ce point de vue, mais donc l'arbitrage à réaliser, c'est soit on gèle le taux de prélèvement obligatoire dévolu à la santé, ça signifie forcément baisser le taux de couverture. Et donc, organiser le financement du surcroît des dépenses à venir par les organismes complémentaires. Ou bien, on maintient le taux de couverture, ça veut dire augmenter les prélèvements obligatoires. Alors, la seule marge de manœuvre, c'est évidemment les gains d'efficience. Je crois que vraiment le point important sur lequel il faut se battre maintenant, c'est les gains d'efficience. Alors, maintenant, je rajoute des choses que j'ai un peu déjà dites. Hein. Si on transfère partiellement la couverture de la dépense remboursable sur les complémentaires, ça n'allège pas du tout la dépense pour les assurés. Et en revanche, ça n'est pas neutre en termes de répartition de la charge de la dépense. Pourquoi? Parce que la sécurité sociale est financée par des cotisations qui sont au moins proportionnelles aux revenus, sinon progressives. En fait, la CSG finit en fonction de différentes assiettes qui font que le taux de prélèvement pour le financement de la sécurité sociale est progressif. En revanche, si on va sur des complémentaires santé, on a des taux qui
sont un effort pour accéder à la complémentaire qui est dégressif si on a des complémentaires individuels, parce qu'il y a une prime qui est indépendante du revenu, qui fait que les ménages modestes payent une proportion beaucoup plus importante de leur revenu pour avoir l'assurance. Donc transférer une partie de la couverture sur les complémentaires, c'est loin d'être neutre en termes de répartition de la charge pour accéder aux assurances. Et en tout cas, baisser la couverture publique, par la sécurité sociale, ça limite les prélèvements obligatoires, mais ça ne limite pas du tout les dépenses des assurés. Et en tout cas, ça n'est pas un gain d'efficience. Ça n'a rien à voir avec un gain d'efficience. Or, c'est la stratégie qui a été utilisée récemment par le gouvernement. Donc ça, c'est pas la peine. Pardon ? Si vous voulez, donc alors, le changement, il y a un changement de logique dans le PLFSS 2013. Donc, auparavant, on avait une érosion lente mais notable de la couverture entre 2004 et 2011. Il y a 1,5 point de couverture qui a baissé et qui a été transféré essentiellement sur les organismes complémentaires. Et pour 2013, la ministre a vraiment affiché un changement de logique, mais on sent bien que ça ne sera pas tenu l'année suivante, qui est pas de baisse de la couverture et une augmentation des prélèvements obligatoires pour financer les dépenses prévues, plus un effort d'efficience sur les tarifs, donc une approche très administrative de blocage de tarifs. Donc pourquoi l'efficience doit-elle être recherchée pour la totalité des dépenses de santé? Parce que de toute façon, c'est les ménages qui payent quoi qu'il arrive. La dépense de santé, elle est partagée entre couverture par l'assurance maladie, c'est couvert par la cotisation des ménages, couverture par les assurances complémentaires, c'est couvert par les primes payées par les ménages, ou out of pocket, paiement direct par les ménages. Donc de toute façon, ce sont les ménages qui paient. Donc le transfert d'une partie à l'autre, ça n'a rien à voir avec un allègement de la dépense. C'est pour cela qu'il faut chercher l'efficience pour la totalité de la dépense. Alors la régulation actuelle du secteur des complémentaires, il faut bien comprendre que c'est une source d'inefficience. Pourquoi? Parce que les complémentaires hors contrat de groupe, pour tout ce qui est fonction publique, professeur notamment, je fais partie de ce groupe, donc pour tout ce qui est complémentaire facultatif, en fait on a des contrats très hétérogènes et il y a des avantages fiscaux pour les assurances de groupe, avec de fortes hétérogénéités de factures et une concurrence sur l'étendue des contrats. Et actuellement, la concurrence se joue entre assurances complémentaires à travers en fait, la sélection des assurés, sélection qui n'est pas autorisée, mais qui peut être jouée très facilement en jouant sur l'étendue de la couverture. Une complémentaire peut très bien dire je fais un contrat qui ne couvre pas les lunettes, donc là vous êtes sûr d'avoir personne de plus de 50 ans. Ou bien il y a des contrats jeunes, très avantageux, donc tout ceci c'est des contrats segmentés dans le milieu des assurances et qui en fait permettent de sélectionner des assurés et donc conduisent à des prix beaucoup plus élevés pour les personnes âgées notamment. Donc en fait la régulation actuelle du secteur des complémentaires et le fait que la complémentaire soit facultative fait que les jeunes peuvent se désassurer. Par exemple, la MGEN, c'est un de ses grands problèmes. Les jeunes ont tendance à ne pas s'assurer. Et ceci a conduit à un renchérissement de la prime moyenne. Et au final, si la concurrence est régulée, si on maintient la faible régulation actuelle, on voit bien qu'on va vers un glissement progressif des primes, vers des primes très très importantes pour les personnes âgées et une tarification à l'âge pour les assurances complémentaires. Donc tout ceci, c'est source d'inégalité dans l'accès à l'assurance et aux soins. Alors je vais quand même essayer de... Alors pour parler d'inégalité dans l'accès à l'assurance, notamment, donc il y a des calculs qui ont été faits sur les assurances complémentaires. C'est qu'il y a un calcul très simple à faire si on regarde la totalité des prestations réalisées par les assurances complémentaires, qu'on trouve facilement dans les comptes de la santé, et puis on regarde la valeur d'un point de CSG. Et donc on voit que la totalité des sommes couvertes par les assurances complémentaires correspondent en gros à 2 points de CSG. Donc on pourrait couvrir l'ensemble des prestations réalisées par les assurances complémentaires avec seulement 2 points de CSG. Or, quand on examine maintenant l'état des lieux actuel, la réalité, eh
et notamment ce que coûte l'accès à l'assurance complémentaire pour les ménages en fonction de leurs revenus, on observe que les coûts sont très différents et très dégressifs. C'est-à-dire que les ménages aisés, effectivement, payent un petit peu plus de 2% de leurs revenus pour accéder à une complémentaire, mais que les ménages modestes, qui ont dans le décile de revenus juste au-dessus du plafond CMU, ou ceux qui n'ont pas accès à la CMU, qui sont juste au-dessus, en fait, payent pour l'accès à la complémentaire une prime qui correspond à environ 8% de leurs revenus. Ce qui est énorme quand on compare aux 2 points de CSG. Donc on voit bien le débat actuel qui est les complémentaires en concurrence avec des primes indépendantes du revenu, ça conduit à de grandes inégalités d'accès à l'assurance complémentaire, ce qui peut conduire à un renoncement à l'assurance complémentaire. Donc, il y a très peu de gens qui n'ont pas d'assurance complémentaire, environ 7%, mais chez ces gens-là, on observe un taux de renoncement aux soins pour raisons financières de 30%. Il y a quand même une liaison entre la couverture par l'assurance complémentaire et le renoncement aux soins. Est-ce que vous avez des chiffres sur les impayés en hospitalisation? Non, je sais pas. Si vous en avez... Le gaspillage. Parlons des médicaments, par exemple. Il y a un bon exemple. Donc là, ce que j'illustre ici, c'est que la régulation actuelle des secteurs des complémentaires est source d'inefficience. Donc là, moi j'étais chez les institutions de prévoyance ce matin, donc c'est pas la faute des complémentaires. Les complémentaires, c'est la régulation effectuée, décidée par l'État, si vous voulez, qui conduit à ces résultats. Je n'incrimine pas les complémentaires, mais c'est l'état de la régulation qui produit ça. Donc là, 2 exemples. Premier exemple, les médicaments à 15%. Donc ça, c'est des médicaments qui avaient été considérés comme inefficaces, un service médicamentuel suffisant, notamment les mélotoniques. Grand courage de la tutelle qui décide qu'il veut les dérembourser, tout le monde hurle, donc il dit bon, on peut les rembourser à 15%. Donc ça, c'est une décision qui est catastrophique. Pourquoi catastrophique? Parce que déjà, il n'y a pas de signal clair qui est donné aux assurés pourquoi ce médicament est efficace. Et ensuite, que font les complémentaires? Donc là, il y a effectivement une économie forte pour la sécurité sociale, parce qu'elle ne dépense plus que 15% du prix de ce médicament. Mais les complémentaires, que font-elles? La Fédération nationale de la mutualité française a dit « Nous ne rembourserons pas ce médicament » et a donné pour consigne à ces mutuelles affiliées de ne pas rembourser les 85% restants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tous les assureurs privés qui sont en concurrence sur l'étendue des contrats, qui cherchent à gagner des affiliés, ont dit nous rembourserons les 85% restants et vous allez venez chez nous, on vous remboursera les 85% restants. Et le résultat, c'est que les mutuelles qui étaient protégées, comme la MGEN, en fait, n'ont pu tenir compte, mais celles qui sont exposées à la concurrence ont bien été obligées de s'aligner sur l'offre, de rembourser les 85%. Donc le résultat, c'est une prodigieuse inefficience. On va dépenser, les gens qui ne veulent pas consommer des mélotoniques paient quand même des primes d'assurance plus élevées parce qu'on rembourse ces médicaments inutiles et les assurés payent cette dépense. Donc là, il y a à la fois une décision désastreuse de la force publique, mais aussi un fonctionnement concurrentiel des complémentaires qui ne leur permet pas de jouer un rôle de limitation des dépenses. Alors un exemple plus actuel, alors il y a un exemple qui est prodigieux, c'est les médicaments Alzheimer, en fait, dont l'efficacité, ça c'est un exemple plus récent, hein, dont l'efficacité a été très discutée. Donc là, ils ont été mis à 15% aussi. Mais tous les gens qui ont la maladie, les vrais Alzheimer sont remboursés plein pot parce qu'ils sont en ALD. Donc ça, c'est extraordinaire. 80% des anticancéreux sont inutiles aujourd'hui. Et on continue à payer 2 milliards. Alors, je ne sais pas pour les anticancéreux, mais là, la maladie d'Alzheimer, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que la HAS a dit que ça n'était pas efficace. Donc, au lieu de les dérembourser, on les dérembourse à 15%. Donc, ce que ça veut dire, c'est que toutes les personnes, vous savez, qui sont en maladie, affection longue durée, sont remboursées à 100% pour leur affection longue durée. Donc, toutes les personnes qui sont vraiment Alzheimer sont effectivement en ALD, et donc elles restent remboursées à 100%. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est absurde, complètement absurde. Alors, l'autre exemple d'inefficience, qui me semble très important, le plus important, qui a à voir avec toutes les discussions sur les dépassements d'honoraires.
Donc là, ça vise essentiellement les assurances de groupe, qui sont très mécontents quand je leur dis ce que je vais dire. En fait, les assurances de groupe, c'est des assurances qui sont discutées dans le cadre de la négociation collective au niveau des entreprises, des branches, entre syndicats de salariés et le patronat, pour définir des couvertures collectives au niveau de l'entreprise, couverture maladie, dont le coût est en partie payé par l'entreprise. Donc ce type d'assurance est subventionné par l'État, puisque les entreprises qui offrent une assurance de groupe ont une exonération fiscale associée au coût de ces assurances. Donc il y a un encouragement de l'État envers ce type d'assurance, dont le coût n'est pas négligeable, puisque l'ensemble de ces exonérations fiscales représente 1/3 de la valeur de toutes les prestations des complémentaires. Donc c'est un coût qui est loin d'être nul. Alors ces complémentaires donc, qui ne coûtent pas très cher pour l'entreprise ni pour les salariés, parce qu'il y a ces exonérations fiscales, donc il y a cette subvention qui en baisse le coût. Eh bien, ces complémentaires sont extrêmement généreuses. Grâce à la subvention, il est possible de s'offrir des garanties supérieures. Et ces complémentaires, toutes les statistiques montrent que ces complémentaires couvrent largement les déplacements et couvrent très largement l'optique et le dentaire. Donc tout ce qui est la liberté tarifaire et le déplacement sont très largement couverts par ces assurances. Donc là, il y a quelque chose de terrible, c'est-à-dire qu'il y a une solvabilisation de la demande pour des tarifs médicaux qui sont très au-dessus du tarif conventionnel. Et donc il y a un mécanisme public, cette exonération fiscale, qui encourage des assurances qui vont faire déraper les prix. Et dans le fond, les médecins, ils ont raison, puisqu'il n'y a pas de limite. Ils ont qu'à demander tous les dépassements qu'ils veulent, puisqu'en face, c'est des assurances qui paient. Donc là, à mon avis, il y a un mécanisme qui est extrêmement délétère, qui est la vraie lutte contre les dépassements. Ça consisterait, au lieu d'avoir une approche coercitive comme celle que la ministre essaie de mettre en place, déjà de mettre en place un mécanisme économique qui est d'arrêter de solvabiliser la demande pour les dépassements. Donc ça, c'est un autre mécanisme d'inefficience. Donc c'est la même chose pour l'égalité tarifaire. Donc je m'arrête.